On connaît tous les gens qui savent gagner. Les Warriors, les LeBron James, Kobe Bryant, Tim Duncan, tous ces joueurs que vous adulez. Eh ben, ce soir, Team Duncast, on va faire en sorte de se concentrer, non uniquement sur les personnes qui gagnent, pas uniquement sur les personnes qui perdent, mais surtout sur les teams qui sont en fond de grille. Et croyez-moi, dans le monde de la NBA, ça existe. En effet, on a tous fait du sport, hein? N'est-ce pas, Vlad? Rafik, ce soir, on a tous fait du sport, on a tous gagné et on sait le goût que ça a de perdre. Mais est-ce qu'on sait tous véritablement c'est quoi être en fond de grille? Vlad? Non, moi je suis toujours un winner, moi jamais en fond de grille. Que des numéros 10. Dans ma team. Si. Allez, à demi-tour. Dis-nous que t'étais le 15e joueur du banc. Ouais, fous-moi la paix, toi. Avec sa serviette, juste il tapait sa serviette contre le sol dès qu'il y avait un dunk, genre c'est juste ça. Voilà. C'est en highlight. Vladimir highlight 2018-2019. Moi les highlights c'était que des accolades, moi rien d'autre. Rien d'autre, quoi. Tu vois, les mecs comme Nate Robinson, là, au Thunder, je sais pas, cette saison, il était dans tous les sens sur le banc. Il criait partout, mais que sur le banc. Il y avait aussi Bazemore, il y avait une année avec les Warriors, et il donnait tout sur le banc. Exactement. Bah, tiens, en parlant. Juste pour revenir sur ta question, pour toi, pour moi, c'est quoi être enfant de grille? Pour moi, être enfant de grille, c'est quand l'organisation est rentrée dans une négativité totale. Genre, c'est limite, c'est un cercle vicieux et ça s'arrête plus. C'est des dominos, un ensemble de dominos qui s'effondrent et du coup c'est très très compliqué d'en ressortir. Ouais, on peut dire ça. Moi, ma définition, c'est s'appeler Vladi Divac et de viser tout le temps le premier choix de la draft. Mais c'est quoi ton problème avec Vladi Divac? Comment il a échoué avec Luka Doncic par ailleurs? Bon, enfin bref, ça c'est un autre sujet, ouais. S'il vous plaît. On fera un épisode sur la draft, sur le monde de la draft en NBA, qui, croyez-moi, est vraiment, vraiment complexe, mais très passionnant. Et en fonction de ça, moi, il y avait un mec que j'aimerais mettre en lumière par rapport à ce qu'est-ce qu'en fond de grille. Pour vous, les Cavs, LeBron James, ça représente quoi? Vlad, t'es bien placé pour le savoir. Alors, on va parler de LeBron avant son premier départ ou après son premier départ? Avant son premier départ, même avant son arrivée, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te représente les Cavs? Oh là là, avant son premier départ, c'était un maillot et c'était un terrain qui était horrible. Alors après, avant l'arrivée de LeBron, t'avais quand même un mec qui se démarquait, qui s'appelait Zydrunas Ilgauskas, qui a été All-Star en 2003. Mais après, en dehors de ça, voilà, c'était la maison de retraite de Sean Kemp. T'as des mecs comme Darius Miles qui y sont passés. T'avais Ricky Davis qui tapait des riders en plein match sous le maillot des Cavs. Bon bref, c'était du grand n'importe quoi. Et après, ouais, une fois que t'as un certain LeBron James qui est venu, sachant qu'il y a eu quelques échecs auparavant, les drafts de Carlos Boozer, d'Erwan Wagner, tous les gars comme ça. Ouais, ils ont eu quand même très bon choix de Boozer. Ils ont eu des bons choix. D'Erwan Wagner qui était censé être le crack par excellence, le mec qui met plus de 100 points sur un match de high school. Voilà, on se dit bon bah ça y est, là il y a une bonne petite cuvée qui arrive, mais au final ça n'a pas donné grand chose. Et derrière, bon bah il aura fallu qu'un certain natif de l'Ohio vienne donc drafter numéro 1 en 2003 pour commencer à mettre Cleveland réellement sur la carte, sur le paysage NBA. Par rapport à Cleveland, qu'est-ce que te rapproche cette franchise? Ça te rapproche de tes Bucks de Milwaukee, là, c'est pas très loin tout ça, là. Les mecs du Nord, là, Midwest, il fait pas très chaud. C'est vrai que il y a pas si longtemps que ça, Milwaukee était en fond de grille, hein. Il y a juste à remonter en 2014-2015 pour voir Milwaukee en fond de grille avec une saison à 15 victoires, je me rappelle de cette saison, mais vraiment, Zaza Pachulia, c'était un membre important de l'équipe. Genre vraiment, c'était Zaza Pachulia. J'ai des images en tête de Zaza Pachulia. C'est vraiment il y a des actions où genre c'est limite le leader vocal de l'équipe dans le sens ça passe par lui. Tout ça. Vraiment mais bon, c'était une des saisons où t'avais Giannis, il était tout jeune, Middleton aussi était tout jeune. C'était une équipe très 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 jeune.
Et on avait aussi, il y a eu beaucoup de trades ratés de Milwaukee pour en arriver à cette situation. Je pense à Monta Ellis, on a ou des mecs comme Oji Mayo qui n'ont pas apporté de réelle plus-value à la franchise. Aïe. Ouais, mais en tout cas, s'il y a un point commun, en tout cas entre Milwaukee et Cleveland, et je pense que ce point commun est important pour sortir en fond de grille, c'est que tu as besoin très souvent un game changer pour sortir du fond de grille, parce que bon, Giannis a été un game changer. Par exemple, LeBron, quand il arrive à Cleveland, bon, déjà le bilan augmente, même si c'était encore un bilan négatif, mais tout à fait. Le fait qu'il soit là, ça apporte une certaine attention à la franchise. Déjà, les gens s'intéressent à la franchise. Et ça, là, pour moi, c'est là qu'on commence à apporter de la positivité à l'entreprise, à la franchise. À l'entreprise. Mais vraiment, c'est une entreprise. C'est une entreprise. On dirait un séminaire. Mais oui, bien sûr, c'est une franchise, c'est une entreprise. Et en fait, aussi, du coup, LeBron attire le positif, et du coup t'as des joueurs qui ont envie de s'associer à LeBron. C'est une organisation qui commence à mieux réfléchir. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est ça un game changer. Bon, à Milwaukee, je sais pas si Giannis, je vais l'appeler game changer aussi, mais ça n'a pas été aussi rapide que LeBron. C'est différent parce que t'as un mec comme LeBron, le gars était déjà en sortie d'high school, il était complètement prêt. Le gars depuis sa première année en varsity, il était déjà sous les feux des projecteurs et tout, alors que Giannis, c'est un prospect européen sur lequel on met quand même de gros espoirs, mais qui est, lors de ses 2-3 premières années, était clairement encore en développement, alors qu'un mec comme LeBron était complètement prêt. Mais par contre, c'est le cas de le dire. Pourtant, je suis loin d'être le plus gros fan de Giannis, mais c'est quelqu'un qui a réussi à tirer son épingle du jeu et de réussir aussi par la suite à mettre Milwaukee sur la carte complètement. Absolument. Milwaukee qui a enfin retrouvé les élans de début 2000 avec le tree qu'on avait sous Ray Allen, Sam Cassell et Glenn Robinson, sous Giannis Antetokounmpo. En tout cas, aujourd'hui, concrètement, on arrive à un favori pour le titre. Alors pour les Cavs, en étant qu'une team, en étant en fond de grille, donc début 2000, il y a des bilans catastrophiques des Cavs. Soyons clairs, malgré la belle présence d'Udonis Ilgauskas. Après le départ de LeBron James, été 2008, lors de la session The Decision que, en effet, Tim Duncan vous réserve. 2010. Oui, c'est là où il s'en va, en effet. Pas de souci. Et la saison 2010-2011 des Cavs, on va parler d'un monsieur très rapide qui s'appelle Dal Gilbert, le propriétaire de cette franchise qui a déclaré la guerre à LeBron James. Donc en saison régulière avec le Heat de Miami, James va totalement les ratatiner dans l'Ohio. Et les Cavs vont finir avec un bilan de 19 victoires et 63 défaites. C'est pour vous dire à tel point que une franchise est liée à un joueur. Et c'est là où vous apercevez de pourquoi ils sont en fond de grille. Parce que pendant la période LeBron James, les Cavs n'ont pas grandi dans la notoriété NBA. C'est LeBron James qui a mis les Cavs sous la carte. C'est pas les Cavs qui se sont positionnés sur la carte. Et c'est pour ça que moi, je les critique fortement et que je les positionne comme étant une team en fond de grille. C'est pas une équipe qui a grandi dans son institution. Aujourd'hui, déjà de 1, messieurs, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Cleveland n'est pas une ville qui fait rêver. C'est pas une ville qui fait rêver. Ça joue en fait. Le Midwest, le froid, des personnes qui ne sont pas très accueillantes, la rudesse du monde du travail. Mais toutes ces choses ne font pas rêver les investisseurs. Et concrètement, les Cavs, ça tombe. Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples de teams en fond de grille? Est-ce qu'on va pas pour LeBron James là? On peut rester un peu dans le froid, mais oui, juste pour reprendre ce que tu disais, c'était Joachim Noah en 2009 qui disait mais qui veut aller en vacances à Cleveland? Mais voilà. Il a dit ça dans un contexte. On sait qu'il était ennemi avec LeBron James. Et il y avait un gros bif, etc. Mais en soi, il n'avait pas non plus hyper tort. Mais bon, passons. Et une autre équipe qui, pour moi, est un peu dans le type. Alors, c'est un peu plus nuancé parce que c'est une équipe qui a quand même connu de belles années, mais sans trop non plus connaître de gros résultats. Pour moi, c'est Minnesota. Minnesota? Pourquoi Minnesota? Parce qu'en dehors d'une finale de conférence en 2004,
Certes, on va dire c'était un certain modèle de régularité en saison régulière à l'époque, à la belle époque de Kevin Garnett. Mais quand tu avais justement un Kevin Garnett qui était, mais alors là, plus qu'à son prime, donc c'est-à-dire sur les saisons plutôt 2006, 2007 et 2007-2008, ça se qualifie pas en playoff. Jamais. Ah oui. Jamais. Je crois qu'ils ont fait 14 ans sans playoff, Rafik. Hein. Dis-nous, l'homme des chiffres, c'est à toi de nous équiper là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais c'est vrai que c'est un très très bon exemple que soulève Vladimir. Depuis 2005, la franchise a gagné plus de 40 fois, uniquement 2 fois sur les 15 dernières saisons, et ils sont allés qu'une fois en playoff sur les 15 dernières années. Oh là 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 là, catastrophe. C'est très triste. Vraiment, là, par contre, là c'est triste. Là, c'est vraiment, je pense que Minnesota est une bonne définition d'une équipe en fond de grille. Alors, absolument. Pourquoi? Kevin Garnett. Concrètement, c'était l'attraction du moment dans cette franchise du Minnesota, une franchise du nord des États-Unis, ok. Petit marché NBA, et lorsqu'on fait signer Kevin Garnett, concrètement, il faut mettre gros pour que ce type de joueur puisse rester. Alors en fait, soit vous mettez en place une institution solide, avec un staff solide, des équipements et des infrastructures solides pour amener des joueurs d'un plus gros calibre à venir jouer dans votre équipe. Ou soit, en effet, vous investissez sur les joueurs en place pour faire en sorte à ce que votre équipe devienne attractive et puisse lutter face aux meilleures franchises NBA. Sous Kevin Garnett, comme tu l'as bien dit, Vlad, ils font 8 saisons consécutives en playoff. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a 7 saisons consécutives où ils perdent au premier tour parce que les T-Wolves ne font jamais plus de la 5e place en playoff, donc ils n'ont jamais l'avantage du terrain au premier tour. Et il faut même signaler au cours de la période de T-Wolves-Garnett, KG, les T-Wolves sont interdits de premier tour de draft parce qu'ils ont fait une boulette avec le contrat de Joe Smith. Donc, quand vous êtes un petit marché, déjà de 1, c'est difficile d'attirer des joueurs. Et de 2, vous n'avez pas de tour de draft majeur pour pouvoir retourner la franchise. Mais ça devient pratiquement ça devient concrètement suicidaire pour un petit marché comme celui-ci de faire front face à ces grandes équipes. Après la saison 2003-2004, on la connaît, on a déjà traité cela. Mais concrètement, c'est entre 2005 et 2018, je crois, hein, Vlad, par rapport aux T-Wolves. Oui, c'est ça. Alors après, il y a eu quand même quelques très bons joueurs qui y sont passés, qui y sont même toujours, comme des Karl Anthony Towns. Maintenant, il y a D'Angelo Russell qui les a rejoints. Mais ils ont eu aussi des gros pics comme, par exemple, Ricky Rubio, qui vient d'ailleurs tout juste de revenir. Mais avec des gars comme ça n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Et même Kevin Love. Oui, et avec Kevin Love, tout à fait. Et même avec un mec qui était devant Stephen Curry, qui s'appelle Johnny Flynn, pour le coup. Oh oui, quatrième fois. Quatrième fois. Et oui. Et pourtant, j'aimais beaucoup ce joueur, mais il a absolument rien fait. Et voilà, en fait, c'est une succession de mauvais choix. Qui ont fait ça. Alors après c'est là que c'est ce que tu as abordé comme sujet, Damas. C'est là qu'il y a toute la complexité, et c'est là qu'on peut faire un parallèle, je pense, notamment avec les Kings de Sacramento. C'est vraiment la comparaison entre les gros marchés et les petits marchés. Quand tu vas en Californie, tu penses directement à Los Angeles ou éventuellement San Francisco. Tu penses pas à Sacramento. Pareil quand tu vas en Floride, tu penses à Miami. Tu penses pas à Orlando, à part pour Disney. T'as ce genre d'exemple. Ça joue quand même, Vlad, excuse-moi de te couper la parole, il y a eu Disney World quand même. Disney World, c'est pas Tampa Bay, hein. Ça va. Ça va, à part pour la bulle, ça va, quoi. Voilà, donc ça a quand même compté, Rafik. Qu'est-ce que t'en penses de son exemple avec Sacto? Déjà, c'est en tout cas l'argument de la taille du marché. C'est vrai que c'est important parce que quand tu es un petit marché comme Minnesota ou Milwaukee ou d'autres comme Cleveland, c'est beaucoup plus compliqué de sortir de la fente grille qu'un gros marché, parce que le gros marché, il a un environnement beaucoup plus attirant. Et aussi, je voulais aussi revenir sur ce qu'a disait Vladimir sur l'enchaînement des mauvais choix de draft. Ça aussi, ça montre que l'institution ne travaille pas si bien que ça, et que même si la taille du marché, il n'y a aucune excuse avec la taille du marché, c'est juste qu'il y a des personnes dans la franchise. C'est compliqué de dire que ils travaillent mal, mais en tout cas, quand il y a une succession, au bout d'un moment, tu peux douter de la qualité de travail au sein de l'institution. En tout cas, moi, Minnesota, je trouve que
c'est vraiment c'est pas ouf depuis 15 ans au niveau pic de draft, etc. On peut penser aussi à Wesley Johnson, c'est un 3e choix de draft ou 4e choix, Wesley Johnson. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais 3e choix. Il est vite devenu un joueur de bon role player, et en plus même en tant que pro player, c'est un échec ambulant. Oui, c'est un échec, il faut le dire. Il a été journeyman aux Clippers, hein, messieurs, hein, dans le clip des Clippers, là, les mecs. Même là. dans ce rôle-là, il a échoué parce qu'il a même pas existé longtemps dans ce rôle-là. Et voilà, et même dans. Bon, là, je vais peut-être un peu méchant avec Towns, mais même quand ils font un très bon choix de draft, et ben ce très bon choix de draft, il est pas si game changer que ça. Par rapport à Karl Anthony Towns, il fait les stats, c'est vrai. Même Kevin Love aussi dans ce cas-là. Il y a Kevin Love. Ils font des stats comme Kevin Love, ils font des stats à la star de Garnett, mais Garnett a apporté ce surplus où il avait une énergie qui transmettait à son organisation, je pense. Mais en tout cas, on le ressent pas chez Towns. Aujourd'hui, on ressent pas que Towns fait grandir son organisation. Il fait pas grandir parce que quand tu compares justement Kevin Garnett à des mecs comme Kevin Love et par exemple Karl Anthony Towns, c'est simple, c'est que Kevin Garnett il avait l'énergie, mais aussi en parallèle il savait transmettre son énergie, notamment en défense, alors que t'as les mecs en face c'est des passoires. Ouais. Déjà rien que ça. Et c'est vrai que c'est pas. faut dire ce qui est. Et après c'est pas forcément c'est pas on va dire les bons exemples à suivre. Après Kevin Love il a quand même fait de sacrées saisons à Minnesota où il fait son 30-30 là où il fait son match à 30 points 30 rebonds et tout. Mais c'est des chiffres. Il fait beaucoup de chiffres. C'est vrai qu'il fait beaucoup de chiffres, mais la franchise ne grandit pas. Je pense qu'il y a eu des joueurs NBA qui ne faisaient pas des chiffres aussi gros et impressionnants que Kevin Love, mais qui avaient un plus gros impact sur une franchise. Alors Glenn Taylor, dans ce cas-là, il faudrait envisager également à ce que ce monsieur soit mis au pilori parce qu'il est propriétaire des T-Wolves de Minnesota depuis bon nombre d'années. Il envisage de vendre la franchise. Kevin Garnett s'est positionné avec des investisseurs pour le faire. Ça n'a pas été fait. Et en termes de propriétaire, il y a également un homme qu'il faut qu'on mette au pilori, messieurs. Michael Jordan. Michael Jordan. Il faut qu'on en parle. Vlad, t'as des choses à dire ou quoi? Kwame Brown. Oh mais non, mais comment, oh là 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 là. Non mais le pire c'est que Kwame Brown c'était avant sa retraite donc, et c'est lui qui a influencé pour avoir ce pic de draft. Brand Kwame comme diraient certains. Mais oui, Brand Kwame comme en Côte d'Ivoire. Kwame, mais c'est quel W, tu vois, non c'est trop. Les Africains, enfin bref, c'est un autre sujet. Alors, monsieur est propriétaire des Bobcats de Charlotte. Et donc, en étant propriétaire majoritaire, il a certains choix de draft, évidemment. Est-ce que vous vous souvenez de certains choix qu'a fait Michael Jordan? Parce que concrètement, c'est lui qui est au pouvoir. Hein. Rick Shaw. Morrison, Adam. On dirait Adam Morrison, il est à la tête des mecs qui sont dans la série Newport Beach. Est-ce que vous vous souvenez? Oh, le gamin. Oh, Newport Beach, tous ces mecs-là, les séries, les frères Scott. Franchement, dans les frères Scott, il aurait cartonné, hein, Adam Morrison. Hein. En plus, les frères Scott, c'est en Caroline du Nord. Ah, mais c'est parfait. Le même profil avec sa moustache, oh là là. Alors, il a été 3e choix de draft en 2006. Je crois qu'il y avait quand même de très très bons choix là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres exemples également des choix de draft des Hornets de Charlotte aujourd'hui, de MJ? Bon, il y en a un que je trouve pas ouf au final, même si des fois il est capable de faire des belles performances, c'est Malik Monk. Malik Monk, je pense qu'il c'est quelqu'un qui a, en tout cas, sur certaines séquences, il montre des choses, mais je sais pas, il est quand même très irrégulier ce joueur. Ouais. En même temps, il marche un peu sur une île blanche en ce moment. C'est pas faux. Il marche sur quoi? Sur une ligne blanche. Ah oui, mais c'est vrai que en fait je voulais pas calomnier, mais c'est vrai que non, mais laissez Malik Monk tranquille. Okay. Non, mais pourtant, c'est un très très bon joueur. Enfin, moi j'aime beaucoup ce type, mais qui est beaucoup trop inconstant. Alors après, il y a encore 1 ou 2 ans, on mettait ça en effet sur son jeune âge, mais c'est vrai que ça commence un peu à perdurer. Et le problème, c'est qu'en plus, il commence à avoir de la concurrence à son poste. Donc, je pense que ça lui ferait pas de mal peut-être de changer de marché.
En effet, Et quand en effet. et aussi eu un draft, une draft pas mal, c'est celle de Tobias Harris. Bon là c'était pas mal, mais quand il le draft, il l'envoie directement à Milwaukee. Donc Bravo. pour Ouais, bah toi, comme d'habitude, tu sors gagnant, quoi. ouais, mais en plus c'était pour récupérer Corey Maggette. On avait envoyé, il nous avait envoyé Tobias Harris. Il nous avait envoyé qui encore? Sean Livingston, je crois, ou un truc du Ouais, un Sean truc du genre. Livingston, Et ouais, il y avait un autre joueur et c'était pour récupérer McGetty. Stephen Jackson. Ah oui, c'est vrai. Ah, Captain Jax, oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Oh là là, quel bagarreur ce monsieur. Oh là là. Enfin, bref. Moi, j'aimerais juste énumérer certains points par rapport au choix de Michael Jordan au niveau de la draft au cours des années 2000. Et notamment années 2010, vous allez péter les plombs. Alors, on a pour 15 minutes là. Non, je t'en prie, arrête. Regarde tout de suite. Mais vraiment, mais Vladimir, monsieur. Alors, 2006, Adam Morrison, il avait le choix avec Brandon Roy, Rudy Gay, Kyle Lowry et Rajon Rondo. Jordan, 0 sur le coup. La saison 2008. Et je vois Adam Morrison, je sais qu'il peut pas être fort en NBA, je sais pas pourquoi il l'a en mais le pire, c'est qu'il démontait tout à la fac. Mais oui, c'est pour ça que les frères Scott et lui, avec les petites meufs, les petites pom-pom girls du lycée. Avec Sophia Bush. Évidemment. La saison 2011, c'est la seule saison où il est performant. Il prend Kemba Walker, ok? Mais en 2012, il ose prendre Michael Kidd Gilchrist. Alors, c'est pas Gilchrist, notre frère Gilchrist, maître penseur Tim Duncan et Sport Content qu'on salue. Non, c'est pas Gilchrist. Non, même lui qui fait pas de basket, il a un meilleur shoot. J'en suis pas sûr. En tout cas, il y avait le choix avec Damian Lillard. Lillard, bien entendu, Dame Time qu'on connaît tous, et André Drummond en 2012. En 2013, il prend Cody Zeller, alors que monsieur, il a Giannis Antetokounmpo, il a CJ McCollum, et également Steven Adams, le niveau pivot des Pelicans de New Orleans. Donc, je peux vous dire à tel point que Jordan se casse la figure. En 2014, il prend Noah Valley, qui est aujourd'hui sans contrat, je crois, alors qu'il avait Zach Lavine en choix. Il avait également Youssouf Nurkic comme choix également. C'est pour vous dire à tel point que, encore une fois, il tape à côté. Et en 2015, il avait le choix avec Devon Booker et Miles Turner, mais il a osé prendre Frank Kaminsky. Mais Michael Jordan, qu'est-ce qui se passe? Alors après, il y a il est cuit, hein. Il est totalement carbo. Il est carbo, le frère. Les yeux jaunes, ça veut tout dire. Les yeux jaunes. Et pour vous dire à tel point que MJ est tellement sensible, Charles Barkley l'a clashé au niveau de ses choix de draft. Barkley a fait son travail sur le fait qu'il prenne son micro, et moi j'aime Barkley, on l'aime tous, parce que ce monsieur dit la vérité, quelle que soit ta position. Et Barkley, bon, il dit des conneries aussi. Il a critiqué MJ, et depuis cette critique, ils ne parlent plus ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ils sont en froid depuis ça, Vlad. T'es au courant, non? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que Charles Barkley, il avait... Attends, je sais plus s'il... Oui, je crois qu'il avait refusé de paraître dans The Last Dance, je crois, justement, à cause du froid qu'il a avec Jordan. Je crois qu'il apparaît pas dedans, si je me rappelle bien. Il est dedans. Il est dedans. Je me rappelle plus. Il est dedans. La finale 93, il est présent. Il s'exprime sur la finale 93, en effet. Il parle, en effet, qu'il a été vraiment blessé, qu'il a été vraiment meurtri par cette finale où Jordan est clairement au-dessus, alors que Barkley fait la meilleure saison de sa carrière. Ouais. Après, oui, c'est sûr que Jordan, depuis qu'il avait pris un minimum la tête aussi des Popcats, donc c'est-à-dire en 2004, si je me rappelle bien, c'est vrai qu'il enchaîne mauvais choix sur mauvais choix. Le seul vrai bon choix qu'il a fait sur toute sa carrière de GM actionnaire minoritaire, c'est Kemba Walker. C'est Kemba Walker. Faut rappeler Emeka Okafor aussi. Aïe. Bon, ça. Alors après c'était vraiment l'expansion. Donc c'était vraiment la toute nouvelle équipe de l'expansion, etc. Il avait le droit de perdre. Mais bon, le choix de Adam Morrison, soyons clairs, c'est ridicule. Vous avez d'autres points également à mentionner, messieurs? Moi, j'en ai un dernier. Rafik, chantez Chola. Ouh là là. L'homme des chiffres. On t'écoute. En parlant de chiffres, parlant de Philadelphie, qui a quand même squatté pendant un bon moment le fond gris, même si apparemment c'était voulu par la direction et notamment par Sam Hinkie de tanker. Et d'ailleurs, ça montre qu'il y a certaines équipes certaines franchises qui apparemment restent en fond de gris.
mais c'est dans un but de reconstruction, et Sam Hinkie n'a pas il n'a pas hésité de même en abuser, hein, du fond de la fin de grille, hein. Du coup, ça passe par en fait dégager tout le monde, hein. Il a vraiment dégagé tout le monde, Sam Hinkie, et récupérer des joueurs vraiment pas bons, hein. C'était juste l'objectif, c'était de rester en fin de grille pour récupérer des meilleurs choix de draft plus tard. Bon, il y a eu Joel Embiid, il y a eu Ben Simmons qui sont venus. Aussi, Covington, c'est un des coups de Sam Hinkie. Tout à fait. Mais au final, je trouve que Sam Hinkie, il a pas été si nul que ça. Ah bon? Moi, je trouve qu'il a pas été si nul que ça. Explique-toi, hein, je t'en supplie. Explique-toi, parce que franchement. Les choix qu'il a fait ne sont pas mauvais, hein. Embiid, bon, il y a eu les blessures, mais au final, Embiid, c'est quand même un joueur d'un gros calibre, hein. Pour moi, Oui. c'est meilleur que Towns déjà, tu vois. Ouais. Malgré Ben la Simmons- bagarre. Ben Simon, en vrai, Ben Le Simmons, judoka. c'était facile Joel Embiid, enfin, en tant que premier, en tant que top 3, lui, c'est quoi? C'est Embiid, c'est quoi? C'est deuxième, troisième? Il me semble que c'est troisième. Je te dirais 3, ouais, mais je suis pas 3, sûr. 3, 3. C'est dans la draft. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il est, 14. il est troisième Embiid. Voilà, je pense que c'est quand même bien joué. Troisième. Bon, Ben Simmons, c'était facile, hein, c'était un peu le premier choix. Oui, bien sûr. De sa promo, c'était D'accord. lui. Il y a eu c'était aussi un des general managers à vite comprendre comment allait être la NBA moderne en recrutant des free and D, etc. Même si par contre les drafts de Simons et Embiid ne vont pas dans ce sens, bon plutôt Simons, mais en tout cas c'est l'un des premiers à vite comprendre que les free and D ça allait être très important. Et je pense que aussi pour sortir en fond de grille, il faut être aussi visionnaire sur la façon de comment va se comporter la NBA dans 5 ans, dans 10 ans. Et il y a des franchises qui ont aussi peine à faire ça, hein. Il y a des franchises qui sont restées bloquées dans les années je pense aussi aux Knicks, hein, aux Knicks qui sont restés, qui sont en fond de grille depuis un bon moment. Moi, les Knicks, de Brice en sel. j'ai l'impression il y a 25 ans, ils ont du mal à transitionner dans la nouvelle NBA. Mais alors oui, du coup, en effet, Joel Embiid, c'est bien troisième. Le premier, c'est Andrew Wiggins, et ensuite Jabari Parker. Voilà, je me disais qu'il était 2 ou 3, c'est bien 3. C'est bien 3, draft 2014. Dernier exemple à mentionner, messieurs, j'aimerais parler un petit peu de Jerry Krause, qui est considéré comme étant l'un des plus grands general managers de l'histoire. Il ne l'a pas prouvé après le 6e titre des Bulls en 98, où en effet, il y a une grande cassure dans la franchise, ok? Concrètement, Jerry Krause cherchait la gloire qu'il n'a jamais eue après les innombrables critiques de Michael Jordan et Scottie Pippen dans les vestiaires, mais également ses querelles avec Phil Jackson, hein. On sait très bien que ça se passait pas très bien. Alors, il y a le bilan des Bulls lors de la saison 98-99. 13 victoires et 37 défaites. Il termine dernier de la Ligue à l'Est. Dernier. C'est moche. Non, mais c'est très moche. La saison 99-2000, je crois que c'est également la même chose. Les Bulls sont derniers lors d'une saison complète avec 17 victoires et 65 défaites, messieurs. Alors, concrètement, Jerry Krause a merdé. Sur quel point, par rapport au niveau de ses recrutements au niveau de la draft, Eddie Curry et bien entendu Tyson Chandler, qui n'ont pas du tout été concluants, et qui a amené même 2 joueurs lycéens, hein, parce que concrètement les Bulls, il a essayé de recruter local, d'accord? Donc pour vraiment vous expliquer ce qu'étaient les Bulls, parce qu'on parle beaucoup des Bulls, le maillot 23, le 33 de Pippen, ok, mais sachez que début 2000, les Bulls étaient vraiment nuls, hein, Vlad. Ouais, t'as oublié un sacré pic de draft aussi. Moi, c'est un mec que je détestais par excellence, d'ailleurs sur NBA Live. Et qui encore? Marcus Pfizer. Oh, draft 2000, la draft préférée de Samuel. Ah. 3e choix, quoi. Qu'est-ce qu'il était nul, ce mec! Qu'est-ce qu'il était nul avec son gros corps! En plus, il faisait le mec poste 4, genre ballon à l'intérieur, alors qu'il est claqué! Et pour vous dire, à cette époque, les Bulls étaient minables. Ils ont raté tous les free agents, c'est-à-dire Grant Hill, il a dit non. Tim Duncan, il a dit non. Et même la saison, évidemment, et la saison 2000-2001, les Bulls finissent encore avec 15 victoires et 67 défaites. Alors, jusqu'au point à ce que Jerry Krause dit stop, c'est terminé. Et concrètement, dernier mot, messieurs, être en fond de grille, pour vous, comment fait-on pour s'en sortir, Rafik? Déjà, je pense que pour en sortir,
je pense qu'il faut faire bon, c'est un peu chelou ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut faire une introspection de l'organisation, de voir où que ça flanche et d'être honnête, parce que des fois c'est juste un général manager qui a l'immunité, mais finalement mais en fait c'est lui qui est le problème. On a parlé de Michael Jordan, en soi Michael Jordan il a beau être proprio, il a beau avoir cette carrière qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Ça lui donne une immunité, mais au final il est pas fait pour ce job. En tout cas, les drafts et ses choix nous l'ont montré. Donc je pense que pour sortir en fond de grille, ouais, c'est ça, c'est une introspection, c'est aussi avoir cette chance avec d'avoir un game changer comme on a parlé au tout début. Bon, LeBron, c'était prévisible, mais voilà, Giannis, ça a été un game changer pour Milwaukee et on a eu beaucoup de chance. Embiid aussi a été un game changer pour Philadelphie et donc ouais, moi je pense que ça passe par des étapes comme ça. Tout à fait. Vlad, ton dernier mot. Petite précision, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont pas forcément au courant, mais on était sur l'exemple des Cavaliers tout à l'heure. Yes. Donc on a parlé de Gordon Gund, de Dan Gilbert, mais attention, faut rappeler que parmi les 3 propriétaires de Cleveland, vous avez Usher. Arrête de mytho. Non. You got it, bad. Non. Lui, si. il a vraiment besoin d'Annie the Girl, hein. Ah, putain, ça c'était le bon vieux temps. Mais quel escroc ce monsieur. Mais bon voilà, c'était la petite parenthèse. Mais non, sinon pour sortir un peu du marasme dans lequel t'es en étant complètement en fond de grille, c'est simple, il faut ni recruter Vlade Divac, Michael Jordan et Phil Jackson. Voilà, merci, bonne soirée. Attendez. Être en fond de grille. Pour sortir de la fond de grille, faut pas avoir peur de regarder de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, parce que l'orgueil mène à la chute.